C'était le 13 novembre 2015. La France connaissait les attentats les plus meurtriers jamais commis sur son sol. Bataclan, terrasse parisienne, Stade de France. 137 personnes sont tuées, plus de 400 blessés. La terreur règne alors sur la France. 10 mois après les attaques contre Charlie Hebdo, Montrouge et l'Hypercacher. 5 ans après, le traumatisme reste vif. D'ailleurs, c'est un procès hors norme qui se prépare pour septembre de l'année prochaine. 1750 parties civiles seront représentées, 300 avocats et 20 accusés. D'ailleurs, pour accueillir ce procès, une salle spéciale est actuellement en construction. Mais en attendant les audiences, il ne reste en tout cas qu'un seul membre des commandos terroristes encore en vie. Il s'agit du franco-belge Salah Abdeslam. On va y revenir. Mais retour d'abord sur le déroulé tragique de cette soirée du 13 novembre 2015, Laurence Kahn. Nous sommes donc, comme vous le dites, le 13 novembre 2015. Paris est touché en plein cœur. 3 kamikazes se font exploser aux portes du Stade de France à Saint-Denis entre 21h20 et 21h53 pendant une rencontre amicale de football entre la France et l'Allemagne. Un chauffeur de car portugais de 63 ans, Manuel Colaco Dias, est tué. Les entrées et sorties sont bouclées jusqu'à la fin du match. Pendant ce temps, un commando de 3 hommes circulant dans une Seat noire mitraille des terrasses parisiennes dans les 10e et 11e arrondissements de la capitale. 39 personnes meurent en une demi-heure sous les tirs de fusils d'assaut. Le restaurant Le Petit Cambodge et le bar Le Carillon sont les premiers visés. Il est 21h25, puis le bar à la Bonne Bière, la pizzeria Casa Nostra et le bistrot La Belle Équipe. Un des assaillants finit par se faire exploser au café Comptoir Voltaire, faisant plusieurs blessés. Et à 2 km de là, au Bataclan, alors que le groupe de rock californien Eagles of Death Metal se produit devant 1500 personnes, un 3e commando fait irruption dans la salle de concert. Il est 21h40. Oui, le carnage fera 90 morts. Peu avant 22h, un commissaire de police entre dans la salle et abat un assaillant dont la ceinture explose. Les 2 autres djihadistes retiennent des otages à l'étage. Tous 2 meurent dans l'explosion de leur ceinture lorsque les forces d'élite donnent l'assaut à minuit 18. Je vous propose d'écouter le témoignage poignant de Marielle Tim, lançoise. Elle est rescapée du Bataclan. C'était comme une grande messe du rock'n'roll. Et tout d'un coup, on entend comme des bruits de pétards. Puis là, je me retourne et je vois 4 hommes en Kalachnikov. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont arrosé la foule de balles. C'était ça. Et on a entendu tout le monde à terre. Dans la foule, tout le monde, c'est ce qui se disait. Que je me suis jetée à terre, j'ai récupéré mes affaires, j'ai rampé dans les escaliers. Donc on trouve la loge, donc on arrive, on voit la porte avec le panneau Eagles of Death Metal. Et on rentre, on voit une fenêtre, on se dit on va pouvoir sortir. Et on regarde la fenêtre grillagée, fer forgé. On était complètement collés dans une très petite douche. Et les autres étaient assis par terre. On a essayé de faire le moins de bruit possible pour pas du tout se faire repérer. Parce qu'en fait, on entendait les bruits de pas, on entendait les tirs de kalash. Donc on est resté comme ça 3 heures, mais on entendait tout. On entendait des bruits, des tirs, on entendait crier. Le premier message que j'ai envoyé, c'était à mes parents. Je vais mourir, je vous aime. Ils pensaient que c'est parce que je m'éclatais au concert. Un témoignage affreux de cet attentat terroriste au Bataclan. Daesh revendique assez rapidement tous ces attentats et les enquêteurs traquent évidemment les terroristes en fuite et leurs complices. Une figure du djihadisme francophone en Syrie, le Belge Abdelhamid Abaoud, coordinateur présumé des attaques et assaillants des terrasses, a été tué le 18 novembre dans l'assaut de la police contre un appartement à Saint-Denis. De même qu'un complice et une cousine, Asnat Haït Boulassen, à qui leur avait trouvé cette planque. Le seul membre des commandos encore en vie, le franco-belge Salah Abdeslam, est arrêté 4 mois plus tard à Bruxelles. Et les investigations qui révèlent, Laurence, une cellule djihadiste bien plus importante derrière ces attentats se terminent quand même près de 4 ans plus tard. Oui, le 21 octobre 2019, les magistrats ont annoncé leur intention de clore l'information judiciaire ouvrant un délai d'1 mois pour les observations des parties et pour les réquisitions du parquet national antiterroriste
avant une décision finale des juges sur la tenue d'un procès. Et le procès aura bien lieu. Salah Abdeslam, détenu en France, est placé à l'isolement, ainsi que 19 autres suspects seront jugés. Il s'agit de logisticiens, convoyeurs, intermédiaires présumés. Et le procès n'aura pas lieu en janvier prochain, comme c'était prévu à la base, mais en septembre de la même année, septembre 2021, donc crise du Covid-19 oblige. 5 suspects seront par ailleurs jugés par contumace, puisque considérés probablement comme morts en zone irako-syrienne. Seront également représentés, vous le disiez au début de cette chronique, plus de 1750 parties civiles pour un dossier composé de 472 tomes et d'1 million de pages de documents. Pour ce procès pharaonique, les audiences ne se dérouleront pas dans le nouveau palais de justice de Paris au Batignolles, mais dans l'ancien bâtiment de l'île de la Cité, où une immense salle a été spécialement mise en place, empiétant notamment sur la salle des pas perdus. Elle sera démontée après les audiences. Un procès qui devrait durer entre 5 et 6 mois. Et en attendant ce procès exceptionnel, l'heure est à la mémoire. Il faut dire que les attentats du 13 novembre 2015 sont un marqueur de la mémoire collective. 5 ans après cette attaque monstrueuse, le programme de recherche 1311 sort justement un livre construit à partir de centaines de témoignages enregistrés dès l'été 2016. Un récit polyphonique unique du Stade de France au Bataclan et au plus près des proches des victimes. Oui, cet ouvrage tisse en un récit saisissant des centaines de témoignages scrupuleusement recueillis, restituant de l'intérieur le déroulement des événements tels qu'ils ont été vécus, avec les mots des survivants, des témoins, des intervenants de toutes sortes, soignants, policiers, pompiers, organisateurs de secours, Croix-Rouge, protection civile, magistrats, politiques, mais aussi des proches de victimes. Pour tant de vies brisées ou marquées à jamais, il faut fixer les faits. Ce texte en est l'archive de référence. C'est ce qu'expliquent les éditions Odile Jacob. Une première conclusion majeure à tirer de cet ouvrage. Le 13 novembre 2015 reste l'un des actes terroristes ayant le plus marqué les Français depuis l'an 2000. Oui, une période marquée pourtant par de nombreux actes terroristes dans le monde et en France singulièrement. Il est même de plus en plus et est en passe de devenir la référence dominante qui signale une première condensation mémorielle. Ce livre est un monument à la mémoire des victimes et en l'honneur de tous ceux qui ont aidé. Et 2 semaines après les attentats de Paris, la France a rendu un hommage national et solennel aux 137 victimes désormais des attaques. Les chanteuses Yael Naïm, Camélia Jordana et la bretonne Nolwenn Leroy avaient notamment interprété la très célèbre chanson Quand on n'a que l'amour de Jacques Brel. Et justement, pour terminer cette chronique, on vous laisse écouter quelques notes de cet hymne à l'amour en hommage à toutes ces victimes du terrorisme. Que l'amour